Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quand le plan de cette série fut établi, il avait été convenu que mon rôle serait, après toutes les autres conférences, de les résumer et d'en tirer des conclusions. Mais seuls des esprits dangereusement obstinés s'acharnent à maintenir un plan quand les faits en exigent un nouveau. Il s'est trouvé, et cela a été fort bien ainsi, que parmi nos différents et excellents orateurs, seul, au fond, Gabriel Marcel a traité, avec sa hauteur de pensée coutumière, le sujet de la littérature et la vie. Les autres, pour notre plus grand plaisir, ont traité un thème voisin, mais distinct, la littérature et ma vie. M. Baumgartner a très bien défini cette attitude. J'ai compris, vous a-t-il dit, que sur ce thème d'une ampleur généreuse, on nous invitait simplement à dire les influences subies par nous, les préférences acquises, en somme, à confesser avec simplicité notre passé et notre présent d'amateurs de littérature. Bref, tous nous ont dit ce qu'ils avaient demandé à la littérature et ce qu'elle leur avait apporté. C'est ainsi que Maurice Herzog nous a montré, dans sa manière émouvante et sobre, comment l'expérience héroïque avait transformé ses goûts et l'avait fait passer de Kafka et de Gide à Saint-Exupéry. C'est ainsi que M. Cacot a replacé sa propre évolution littéraire dans le cadre de l'évolution historique de notre époque. C'est ainsi que M. Baumgartner, avec un esprit et une culture qui ont accru encore à nos yeux, si ce miracle était concevable, notre respect pour l'inspection des finances. C'est ainsi, nous a raconté un charmant chapitre de son autobiographie, et c'est ainsi que mon ami et confrère, le professeur Pasteur Valéry Rado, nous a révélé son amour pour la poésie symboliste et surréaliste, avec la générosité, la noblesse et la fraîcheur d'âme qu'ils font aimer unanimement. Tout cela était d'un intérêt très vif, mais en ce qui concerne mon rôle dans cette aventure intellectuelle, reconnaissons que ces vues individuelles appelaient plutôt la sympathie que l'intégration. Essayer d'en tirer une doctrine commune serait forcer les faits. Je me trouve donc ainsi amené à traiter à mon tour librement, et pour mon compte, le sujet initial de la série, la littérature et la vie. Je laisserai ma vie et mes goûts hors de mon propos. Je serai fidèle à la leçon que m'avait donnée Valérie, et qui m'avait expliqué que si l'on vous demande de faire une conférence sur la littérature et la vie, il s'agit de se poser deux questions. Qu'est-ce que la littérature et qu'est-ce que la vie? Eh bien, commençons par qu'est-ce que la vie? La vie, c'est à la fois le monde extérieur et le monde intérieur, tels qu'ils sont. C'est vous, les auditeurs de cette série, avec votre corps, vos passions, vos familles à l'arrière-plan et le décor de votre vie que vous promenez dans votre imagination. C'est moi, tel que je suis dans ce monde des choses, avec un visage, une voix, des souvenirs que je ne puis changer. La vie, c'est la France, avec ses villes, ses marchands, ses ouvriers, son passé. C'est la nature, les fleuves, les bois, les moissons, les animaux. Bref, c'est pour chacun de nous le monde autour et le monde dedans. Et qu'est-ce que la littérature? La littérature, c'est tout ce qui est évoqué par des mots écrits ou parlés. Car il y a eu un temps où la littérature était surtout parlée. En notre temps, au contraire, elle est surtout écrite. La littérature, c'est l'ensemble des efforts faits par livres, revues, journaux, pour évoquer la vie, ou plus exactement une faible part de la vie. Or, vous qui êtes la vie, vous qui avez la vie à votre porte,
vous qui vivez plongé dans la vie, c'est un fait que vous recourez à la littérature, que vous lui faites une place dans votre budget, comme à la nourriture ou au logement. C'est un fait que vous lui faites une place dans votre vie spirituelle, et il est naturel de se demander pourquoi. Et que lui demandez-vous? Est-ce que ce que vous lui demandez, c'est une peinture de votre vie, ou plus généralement de la vie? Pour une part, oui, certainement. Vous aimez à vous retrouver dans un livre. Lorsque vous lisez dans le roman de Proust ces admirables réveils par lesquels commence du côté de chez Swann, un des éléments du plaisir que vous trouvez à lire ces pages, c'est que vous aussi, vous avez des réveils de même nature et que vous pouvez comparer les images de vos souvenirs avec celles qu'évoque Proust lorsqu'il parle plus loin des tourments de la jalousie. Certainement, une des grandes raisons pour lesquelles l'amour de Swann et la jalousie de Swann nous intéressent, c'est que nous aussi, nous avons été amoureux, nous aussi, nous avons été jaloux, et nous disons en lisant comme c'est vrai. Pourquoi est-ce que ça nous donne un plaisir de nous y retrouver? Eh bien, parce que l'homme se sent très seul, très étrange, et que le fait de constater qu'il n'est pas aussi seul qu'il le croit et que les autres hommes lui ressemblent, lui inspire une certaine confiance. Il est heureux aussi de trouver dans les livres quelque chose d'humain, même quand cela est différent de lui. Quand c'est la description de générations ou de milieux qu'il n'a pu connaître par lui-même. Par exemple, lorsque, dans Les Hommes de bonne volonté de Jules Romain, nous lisons, nous qui n'avons pas été à l'école normale, ces conversations de normaliens sur les toits de l'école, lorsque nous sommes initiés aux préoccupations de ces jeunes hommes, nous éprouvons un plaisir à comprendre ce que sont ces êtres légèrement différents de nous. Autant et plus encore, lorsque nous lisons par exemple un livre comme celui de Cesbron, Les saints vont en enfer, et que par lui nous sont révélés les caractères d'hommes que nous avons peine à rencontrer parce que la vie ne nous en apporte pas l'occasion, des prêtres ouvriers, des prolétaires communistes, tout cela nous intéresse. Quand le changement est un changement de pays, nous continuons, malgré cela, à nous intéresser aux descriptions de la vie par les auteurs. Le théâtre de Lorca peint des Espagnols bien différents de nous, et cependant, ces Espagnols nous intéressent comme des frères. Un roman de Tchekhov nous peint une Russie disparue, mais qui nous passionne, et lorsque nous allons plus loin dans le temps, lorsque nous lisons Saint-Simon ou Homère, il y a toujours ce même plaisir à retrouver sous tant d'aspects différents l'homme. Et à savoir que l'homme, c'est en somme un invariant, qu'il y a sous tant de différences quelque chose qui ne change point et qui nous ressemble. Et nous sommes heureux, enfin, de trouver en l'auteur un homme vivant, car à l'origine des meilleures œuvres, il y a toujours, pour une part, la vie de l'auteur. Un grand artiste se transpose dans son œuvre. Il n'y est pas nécessairement présent. Le récit peut ne pas du tout être autobiographique et sembler être extrêmement loin de sa vie. Malgré cela, cette vie y est. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de Hemingway, Le vieillard et la mer. C'est un livre que je trouve très, très beau et qui m'émeut. Et pourquoi est-ce qu'il m'émeut? Le récit en lui-même est assez émouvant, mais il y a une autre raison, c'est que à l'arrière-plan de ce récit, nous sentons une sorte de confession cachée de Hemingway lui-même, ce vieillard qui rapporte un poisson qui est son suprême espoir, le plus grand poisson de sa vie,
et qui voit ce poisson mangé par les requins pendant le trajet. Mais c'est l'histoire de Hemingway lui-même, écrivain vieillissant, qui avait publié il y a un an un roman sur lequel il comptait beaucoup, qui était, à mon avis, assez bon, qui n'aurait pas mérité l'accueil extrêmement réservé qui lui a été fait, mais les requins se sont jetés sur lui. Une critique extrêmement amère a accueilli ce roman, et Hemingway en a beaucoup souffert. Eh bien, c'est cette souffrance que nous sentons à l'arrière-plan, et c'est parce qu'il y a la vie au fond de cette œuvre littéraire que cette œuvre elle-même nous touche. De la même manière, lorsque nous lisons dans Victor Hugo tous ces poèmes de circonstances qu'il a écrits pour, au fond, nous conter en vers ses émotions, ses joies, ses souffrances, ses amours pour Juliette Drouet, son deuil pour sa fille morte à Villequier. Tout cela nous émeut, non seulement parce que les vers sont beaux, mais parce que cette souffrance de Victor Hugo est une souffrance humaine que nous comprenons et qui nous touche. L'artiste, non seulement se sert de sa vie, mais on pourrait presque dire qu'il s'en sert consciemment. Il utilise sa vie, et il a raison. Il n'y a pas d'autre moyen de faire son art. On me racontait dernièrement, à propos d'une actrice, une anecdote que je trouve extrêmement symbolique. Elle jouait le rôle de Célimène dans Le Misanthrope. Et au moment où Alceste dit à Célimène des choses si dures, tout d'un coup, elle eut un flot de larmes aux yeux et son visage montra la tristesse la plus profonde. Et un critique qui était là me dit, j'allais la féliciter et lui dire, jamais on n'avait joué Célimène comme ça, c'était prodigieusement émouvant, parce que vous avez compris que Célimène est très malheureuse à ce moment-là, ce que celle qui vous avait précédé n'avait pas su montrer avec la même intensité. Et l'actrice lui dit, oh oui, n'est-ce pas, j'ai vu tout d'un coup mon ancien mari au premier rang des fauteuils d'orchestre, et ça m'a fait une peine affreuse, alors j'ai eu les larmes aux yeux. Seulement à partir de ce jour, elle a recommencé chaque fois à avoir les larmes aux yeux à ce moment-là, parce que le critique lui avait dit que c'était bien, et qu'elle savait très bien qu'il fallait le refaire, et elle le refaisait ponctuellement. Eh bien, nous sommes tous ainsi, nous, écrivains. Chateaubriand a eu des malheurs dans sa vie, et il y a eu des moments de douleur très véritables qu'il a exprimés dans ses grandes phrases de violoncelle, qui sont si belles, et où la lune a raconté sa mélancolie aux chênes de la Bretagne. Mais il y a eu aussi des moments où il n'avait aucune raison d'être triste. Mais à ces moments-là, il recherchait la tristesse ancienne, il s'en souvenait, et il arrivait à donner aux phrases écrites en quelque sorte à froid l'ancienne et belle mélancolie. Vous sentez la vie sous cet art et cela vous plaît. Donc, pour une part, certainement, vous demandez à la littérature d'être une image de la vie. Mais lui demandez-vous d'être exactement semblable à la vie? Eh bien, évidemment, non. Car si c'était cela que vous lui demandez, mais la vie elle-même, vous le donnerez beaucoup mieux, ce qui n'est pas. Un beau portrait, ce n'est pas un portrait ressemblant. Et la preuve en est que les plus beaux portraits, ceux qui nous touchent le plus, ceux que nous admirons le plus, sont les portraits d'êtres que nous ne connaissons pas. Un tableau de Cézanne représente peut-être 3 pommes sur une table, ou la montagne Sainte-Victoire, mais en même temps, il ne les représente pas. 3 pommes sur une table ne sont pas ainsi, et la montagne Sainte-Victoire n'est pas ainsi. Nul ne dira que c'est la vie même que Cézanne ou Rembrandt nous mettent sous les yeux. Lorsque vous, soldats de 1914 ou de 1939, vous retrouvez dans Guerre et paix l'image d'une bataille, ou lorsque dans le Verdun de Jules Romain, vous retrouvez la peinture d'un état-major et d'un combat, de la vie dans les tranchées, vous savez très bien
que ce ne sont pas vos souvenirs exactement tels qu'ils étaient que vous retrouvez. Vous retrouvez bien une bataille aux côtés du prince André et d'Anguerre épée, mais ce n'est pas du tout une bataille comme la bataille avec coup de fusil réel, avec mort, avec sang, que vous aviez vu dans la vie. C'est une bataille qui est en quelque sorte ordonnée par un grand artiste, et qui est à distance de vous. Ce n'est pas une bataille dans laquelle vous êtes plongé, c'est une bataille qui est là dans ce livre, que vous apercevez de lointain, ce qui vous permet d'abord de la voir, car la bataille à laquelle vous prenez part vous-même, vous ne la voyez pas. Les événements de notre vie, nous les voyons mal, nous n'avons pas le temps d'en jouir et d'en éprouver une émotion esthétique. Quand un de nos amis se noie, nous ne pensons pas à admirer les arbres du rivage. Il faut agir, nous faisons quelque chose. Nous sommes tous témoins de scènes sublimes, aussi belles que les scènes des tragédies de Racine. Mais nous ne pouvons en jouir parce que nous y sommes mêlés. Beaucoup d'entre nous ont dans leur vie un roman balzacien. Mais ce n'est que dans Balzac que ce roman balzacien peut nous donner une émotion d'art. Parce que ce n'est que dans le roman que nous pouvons le tenir à distance et le contempler avec une sorte de sérénité. Et puis, c'est aussi seulement dans le livre que nous pouvons y revenir. Ces émotions du réveil, ces tristesses de la jalousie que nous trouvons dans Proust, peut-être pourrions-nous les observer sur nous-mêmes, mais c'est très difficile, parce qu'elles fuient, telle expression d'une femme qui nous a paru adorable au moment où son visage a pris cette expression. Nous aimerions à la contempler de manière durable, mais nous ne le pouvons pas, parce qu'elle s'efface sur son visage et fait place à une autre. Dans la description qu'en fera Proust, ou dans celle qu'en fera Balzac, nous sommes au contraire mis à même de revenir sans cesse à la chose qui nous a touchés. Et c'est pour cela que Proust d'ailleurs appelle son livre « La recherche du temps perdu ». La vie telle qu'elle s'écoule n'est que du temps perdu, et elle ne peut être retrouvée, elle ne peut devenir le temps retrouvé que sous l'aspect de l'éternité, qui est aussi l'aspect de l'art. Bref, vous demandez à la littérature deux choses, non pas contradictoires, mais différentes. Vous demandez que la vie y soit présente, que les passions soient authentiques. Parce que si elles ne le sont pas, si vous sentez que l'artiste est absent de son œuvre, qu'il n'y croit pas lui-même, alors vous n'êtes pas ému. Les tragédies de Voltaire ne nous émeuvent pas autant que celles de Racine, parce que les tragédies de Voltaire étaient faites en vertu d'un système, mais Voltaire lui-même n'y mettait pas ses propres passions, alors que Racine le faisait. L'authentique Voltaire, le Voltaire qui lui aussi peut aller à votre cœur, c'est le Voltaire de Candide, parce que là, Voltaire, le Voltaire vivant, est derrière le Voltaire de Candide. Donc vous demandez que la vie soit présente. Mais, deuxièmement, vous demandez que le livre, ou la pièce, soit construit, ordonné, intelligible, ce que la vie n'est pas. La différence entre la vie et un beau livre, c'est la différence entre un édifice et un amas de décombres. Et c'est pour cela que le mot de Bacon, l'art c'est l'homme ajouté à la nature, reste si vrai. La littérature, c'est l'esprit ajouté à la vie. Et on pourrait même dire, c'est l'esprit de tel homme, l'écrivain, ajouté à la vie, car quand un homme est un grand écrivain, il a un style. Et qu'est-ce que c'est qu'un style? C'est la griffe de l'écrivain, la marque personnelle de l'écrivain, visible sur l'écriture elle-même et sur le style du livre. C'est le cas, par exemple, d'un Saint-Simon. Saint-Simon décrivant un épisode, en fait un épisode de Saint-Simon, comme le Gréco faisant un portrait, fait toujours un Gréco.
La littérature exige donc un ordre et une construction par rapport à la vie. Mais ici, il faut faire très attention. Elle n'exige pas un ordre trop explicite. Le beau, dit le philosophe Kant, c'est ce qui est intelligible sans réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que nous comprenons, mais que l'intelligence ne prend part à cet acte de compréhension que de manière intuitive et rapide. Nous voyons une cathédrale. Nous ne raisonnons pas sur la cathédrale, et la cathédrale elle-même ne s'explique pas. Elle est belle. Nous voyons qu'elle nous parle du divin, qu'elle nous enlève vers des régions célestes. Le beau est un signe. Une colonne que nous voyons peut nous apparaître tout d'un coup comme belle, si elle est bien sculptée, si elle est bien placée. Nous ne savons pas ce qu'elle signifie, mais elle signifie quelque chose pour nous. Un beau livre est un symbole, mais un symbole, on ne sait pas exactement de quoi. Et il ne faut pas que l'on sache trop exactement de quoi. Car l'idée en art est peu de choses. Un roman comme Résurrection de Tolstoï est un roman qui nous émeut infiniment moins que Le Guerre et Paix du même auteur. Pourquoi? Parce que Résurrection est trop clair. Parce que dans Résurrection, Tolstoï a voulu défendre une thèse, soutenir des idées, et que ces idées, il les a trop exprimées. Tandis que dans Guerre et Paix, bien sûr, il veut dire quelque chose aussi. Et nous sentons bien que, à l'arrière de ce roman, il y a toute une philosophie de la vie qui était celle de Tolstoï. Mais tout cela n'est pas dit. Il y a tant de personnages dont chacun a ses idées particulières, tant d'intrigues qui s'entrecroisent, que l'ensemble du livre nous donne l'impression d'un poème élémentaire, d'une sorte de chaos dominé. Or, c'est cela qui est beau. Dans toute œuvre d'art, il y a, je le répète, un élément rationnel. Par exemple, dans la colonnade du Louvre ou dans celle de Versailles, il y a un élément rationnel qui est l'ordre, la division, l'ordonnance de la façade. Dans un livre aussi, il faut qu'un livre soit ordonné. Et personnellement, j'ai le goût des livres découpés d'une manière assez régulière. J'aime, quand j'écris une biographie, à la diviser en 10 grands chapitres et à remplir ensuite ces chapitres, exactement comme on ferait sculpter entre les colonnes des motifs divers. J'aime que Victor Hugo, lorsqu'il écrit les Contemplations, les divise en autrefois et aujourd'hui. Mais cette ordonnance doit ensuite se faire oublier. Il faut, disait Gabriel Marcel dans sa belle conférence, que la littérature garde une attache du côté du réel. Et pour cela, il faut qu'elle plonge dans ce chaos qu'est la vie. Et l'idée doit apparaître dans l'œuvre d'art sous forme de personnages, sous forme d'images, sous forme de mythes. Lorsque Victor Hugo dit « Je suis la vérité bâtie en marbre blanc », ce n'est pas très clair, mais nous sentons qu'il y a là-dessous un sens. Lorsque Victor Hugo compare le poète à un escalier qui descendrait très profondément dans une sorte d'enfer intérieur qui représente sans doute les passions, l'inconscient, et qui peu à peu émerge vers la lumière, nous ne savons pas très exactement ce qu'il entend par ce symbole, mais comme tout à l'heure pour le vieil homme et la mère, nous sentons confusément que cela veut dire quelque chose pour lui, que cela veut dire quelque chose pour nous, que tout cela est exprimé, mais c'est exprimé avec une certaine obscurité qui rattache la littérature à la vie. Les très grands livres sont assez difficiles à expliquer. Candide est un très beau livre, et Candide a un sens, Candide a une philosophie, mais quelle est de manière précise cette philosophie? On peut en tirer 2 ou 3. Les voyages de Gulliver sont un des grands livres de l'humanité, mais la philosophie de Gulliver
est assez difficile à dégager. En somme, une certaine confusion voulue et noble qui cache une réalité authentique. Si, sous la grâce, il n'y a pas une force grondante, alors nous tombons dans le joli. La grande musique n'est pas la musique trop régulière, c'est la musique qui, par moments, la musique sublime, c'est celle qui domine le chaos des sons. Mon maître Alain disait: la grande musique se meut entre le bruit et la vertu. C'est une formule un peu sommaire, mais on voit très bien ce qu'il voulait dire. La grande musique se meut entre le bruit qui n'est plus de la musique et la vertu ou l'ordre qui est de la musique trop faite et où on ne sent plus ce grondement sourd des passions. Les plus beaux passages de Beethoven ou de Wagner nous donnent souvent l'impression d'être tout proche du bruit, mais ce bruit est ensuite dominé. Eh bien, dans la grande littérature, c'est la même chose. Un tumulte de sentiments vrais auquel un ordre a été imposé, voilà le sublime, voilà le poème. Quand Valéry écrit Le cimetière marin, les idées qu'il exprime sont des idées tragiques. C'est la mort, c'est la rapide disparition de toutes les créatures que nous avons aimées et de nous-mêmes. Mais en même temps, cette merveilleuse forme de Valéry est imposée à ces idées. Nous en sentons le tragique, mais en même temps, nous sentons que nous sommes des hommes, des esprits libres, et que nous pouvons dominer cette tragédie. Le père Goriot est un réseau d'intrigues toutes plus affreuses les unes que les autres, mais l'impression d'ensemble qui se dégage de la lecture du père Goriot n'est pas une impression pénible. Nous en sortons avec une certaine confiance dans la vie. Dans le Jean-Christophe de Romain Rolland et l'histoire d'un homme vaincu, en somme, par les événements, mais ce n'est tout de même pas un livre qui nous donne l'impression d'une défaite de l'homme. Et je pense qu'une belle biographie doit essentiellement être cela. Une belle biographie ne doit rien cacher des luttes, des malheurs du héros ou de l'héroïne, mais en même temps doit nous montrer que tout cela a nécessairement été dominé, puisque ce héros ou cette héroïne a vécu, puisqu'il est arrivé à sortir de là, et puisqu'il est arrivé à en sortir bien souvent en accomplissant une grande œuvre, soit dans le domaine de l'action, soit dans le domaine de l'art. Et par là, cette biographie, en nous apportant une image de la vie qui nous rassure, en nous montrant que des difficultés analogues aux nôtres ont pu être surmontées, cette biographie, elle aussi, nous prouve que la vie est quelque chose que l'homme peut ordonner et qu'en somme, on peut ajouter l'homme à la vie, l'esprit au réel et créer ainsi une œuvre d'art. Cette grande littérature est donc une image de la vie, mais soumise à une technique. L'écrivain a beau être triste ou joyeux, il faut qu'il fasse ses phrases. S'il est poète, il faut qu'il cherche ses rimes. Rien de plus curieux dans le cas d'un grand poète que de regarder ses esquisses, ses corrections. Et nous voyons que ce mouvement, qui nous paraît l'expression si spontanée de la passion vivante, en réalité est une chose qui a été faite de manière très grave, méditative, prudente et difficile. Le poème à Villequier, maintenant que Paris ses pavés et ses marbres, eh bien la première version ce n'était pas ça, c'était maintenant que la ville et ses tours et ses marbres, ce qui était beaucoup moins bon. Donc, malgré sa douleur, il avait la force de chercher, il avait la force de corriger sa technique. Il y a un admirable poème où il raconte qu'il va voir la tombe de sa fille à Villequier et qu'il lui apportera un bouquet de houx verts et de bruyères blanches, ce qui est un vers adorable. Et nous avons l'impression en le lisant que ce père malheureux n'a fait que dire ce qu'il avait fait et décrire le bouquet qu'il avait apporté. Or, pas du tout.
Il a essayé toutes les fleurs avant de faire ce vers. Il est arrivé à la fin à se décider pour le Houvert et la Bruyère blanche parce que c'était ce qu'il faisait le mieux. Et il a eu raison de le chercher. Lorsque nous entendons à l'église, étant en grand deuil, un requiem de Forêt, nous y trouvons nos douleurs. Il y a des cris, mais ces cris sont enchâssés dans la musique et par là sont sauvés. Et notre douleur elle-même est sauvée. L'art n'exclut pas les passions, mais il les purifie. Il ne peut devenir art qu'en arrachant ce qui lui vient de la vie à son état violent. L'amour chanté de Tristan n'est pas compatible avec le seul instinct brutal. Le moment d'instinct ne permettrait pas de chanter avec pureté. Et dans le chant comme dans la poésie, nous sentons cette contemplation à distance et cette paix intérieure. Et c'est pour cela que nous paraissent particulièrement beaux et nous donnent une image de la vie qui nous réconcilie mieux avec nous-mêmes, les livres qui savent rejeter la vie dans le passé. Il y a certains récits de Balzac où une aventure qui a été extrêmement douloureuse est racontée longtemps après dans quelques salons de Paris. Et nous sentons que tout cela est fini, tous ces héros sont morts. Par conséquent, tout cela garde une importance, tout cela reste capable d'atteindre notre cœur et notre esprit, mais tout de même pas comme la vie, et même pas comme cette vie au second degré qui est une littérature directe. C'est un récit de quelque chose qui est passé. Donc, si nous demandons à la littérature qu'elle soit proche de la vie, nous lui demandons tout de même une image de la vie retouchée. Retouchée dans quel sens? Est-ce que nous souhaitons que cette image soit composée par l'artiste, par l'écrivain, de manière à diriger notre vie, à diriger la vie des individus et celle des peuples? En d'autres termes, doit-elle, cette littérature, être engagée, c'est-à-dire défendre et proposer un certain programme de vie? En d'autres termes, faut-il que le beau soit le bien? Faut-il partager les idées morales ou religieuses ou politiques d'un artiste pour le comprendre? Je ne le crois pas. Dernièrement, il y avait à la galerie Charpentier une exposition d'art religieux. Il y avait là un admirable tableau qui est le polyptyque de Beaune. Au milieu, une figure d'ange, très belle. En dessous, les damnés, nus, entraînés par des diables. Était-il nécessaire, pour comprendre ce tableau, pour en saisir la beauté, pour avoir plaisir à rester en contemplation devant ce visage d'ange et devant ces supplices, était-il nécessaire de croire à la vérité de la religion qui avait ému le peintre lui-même? Non. Le politique de Beaune est beau pour l'incroyant. La misère de ces hommes nus n'impliquait aucune croyance. Un tableau de Saint-Sulpice peut manquer de beauté aux yeux même du croyant le plus convaincu, qui reconnaîtra que cela peint une scène sacrée, mais que ce n'est pas beau, alors qu'au contraire, le portrait par Chassériau d'Alice Ozy nue, et qui n'avait certes aucune valeur morale, peut ruisseler de beauté. Le bien n'est pas le beau. La poésie didactique peut être détestable. L'objet de la littérature n'est pas de faire de la morale ni de la politique, mais de procurer un certain bonheur d'une particulière essence que nous allons tout à l'heure essayer d'analyser. Oui, nous dit ici un homme comme Sartre, par exemple, vous avez raison si vous parlez de la poésie, mais non si vous parlez de la prose. La prose est différente de la musique et de la poésie parce que là, vous employez des mots qui sont communs
à la littérature et à la vie. Et comment ces mots n'engageraient-ils pas à la fois l'écrivain et le lecteur? Ici, nous rencontrons Platon, qui avait déjà soutenu la même thèse. Platon, dans la République, nous avait fait un cours sur la littérature engagée. Platon demandait que l'on contraignît les poètes à effacer de leurs œuvres toutes les plaintes et pleurs, parce que cela peut faire du mal au peuple, tous les rires excessifs, parce qu'ils appellent une réaction, tout ce qui peint les dieux esclaves de leur passion, parce que cela peut diminuer la confiance que l'on a dans les dieux. Il faut empêcher les poètes, dit Platon, de persuader notre jeunesse que les dieux ne valent pas mieux que les hommes, ce qui engendrerait un complet laisser-aller. Autoriserons-nous les poètes à user d'imitation, à faire parler leurs personnages dans des tragédies et comédies? Non, dit Platon. Une imitation d'une mauvaise habitude devient un vice réel. Il ne faut pas imiter des femmes, des esclaves ou des enfants. Et dès lors, à ce qu'il semble, un homme ayant le pouvoir, conditionné par un talent, d'imiter toute chose, un tel homme, s'il parvenait à entrer dans notre cité, avec l'intention d'y présenter au public sa personne et ses poèmes, nous lui ferions profonde révérence comme à un personnage sacré, hors pair, délicieux, mais nous lui dirions qu'il n'y a pas chez nous d'homme comme lui dans la cité et qu'il n'est pas permis qu'il en vienne à s'y produire. Nous l'éloignerions en direction d'une autre cité, après avoir sur son chef répandu du parfum et l'avoir couronné de laine. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec Platon. Ce serait une grande erreur de croire que la littérature engagée puisse être efficace si elle n'est en même temps belle. Et il est très difficile qu'elle soit belle si elle est trop complètement engagée. Je dis difficile, non pas impossible, mais je dis que une idée ou une doctrine, pour atteindre à la beauté, doit être incarnée. L'idée seule ne fera pas l'œuvre d'art. Ce qui fait l'œuvre d'art de Madame Bovary, ce n'est pas le sujet de Madame Bovary. Le sujet de Madame Bovary, ce n'est rien, c'est extrêmement simple. C'est le sujet d'une pièce à thèse, peut être intéressant en lui-même, mais la pièce sera médiocre si elle n'est qu'une pièce à thèse. Le grand écrivain russe Tchekhov disait, lorsque je peins des voleurs de chevaux, il y a des gens qui me demandent aussi de dire que c'est mal de voler des chevaux. Mais ça, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire des tribunaux. Bien, je crois que Tchekhov a raison, et je crois que Sartre lui-même, lorsqu'il a fait œuvre littéraire belle, et il l'a fait, Les Mains sales sont une œuvre littéraire belle, et Le diable et le bon Dieu a sa beauté, mais c'est parce que, justement, l'idée y est incarnée, et que l'œuvre conserve ce mystère que j'exigeais tout à l'heure. Elle est assez obscure. Nul ne peut dire avec clarté ce qu'il a voulu dire dans Les Mains sales, ce qu'il a voulu dire dans Le diable et le bon Dieu. Alors qu'au contraire, son roman, Les chemins de la liberté, est gâté par le désir de prouver. Un beau roman comme L'Adolphe de Benjamin Constant, le Dimitri Roudine de Tourguenieff, ou encore une nouvelle de Poe, sont bien plus émouvants, et nous le verrons tout à l'heure, bien plus utiles que ces romans qui prétendent démontrer quelque chose. Est-ce à dire que je souhaite que l'auteur n'ait pas de passion? Naturellement non, d'abord parce que c'est impossible. Je ne crois pas qu'il faille aller à l'autre extrême, qui serait la doctrine de l'art pour l'art. On a été, au XIXe siècle, quelques écrivains de grand talent ont été partisans totalement de la doctrine de l'art pour l'art. Relisez la préface écrite par Théophile Gautier pour Mademoiselle de Maupin. C'est un manifeste véhément contre la littérature, qu'on appelait en ce temps-là littérature utilitaire.
Je voudrais bien savoir d'abord, écrit Gautier, ce que veut dire ce grand flandrin de substantifs dont ils truffent le vide de leur colonne, utilité. Quel est ce mot et à quoi s'applique-t-il? Ce qui est utile pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Vous êtes savetier, je suis poète, il est utile pour moi que mon premier vers rime avec mon second. Un autre mot lui déplaît, c'est moralité. Il est aussi absurde de dire qu'un homme est un ivrogne parce qu'il décrit une orgie, un débauché parce qu'il raconte une débauche, que de prétendre qu'un homme est vertueux parce qu'il a fait un livre de morale. Tous les jours, on voit le contraire. Ce ne sont pas les auteurs, continue Gautier, qui font les époques immorales, c'est une époque immorale qui suscite des auteurs semblables à elle. Le plaidoyer que je vous engage à relire dans Mademoiselle de Maupin ne manque pas de vigueur, mais il y aurait beaucoup à répondre. Les mœurs suivent parfois les livres. Une épidémie de suicide fut déclenchée par le succès de Werther. Lélia et Indiana transformèrent des vies de femmes. J'entends bien que l'on peut là-dessus disputer sans fin. Si je dis que la passion décrite par les romantiques a contaminé la jeunesse de la Restauration, on me dira que si les jeunes hommes de la Restauration n'avaient pas été assoiffés de passion, les romantiques n'auraient pas eu de lecteurs. Si je blâme le roman américain pour la dépravation et la dureté de l'après-deux-guerres, on objectera qu'une époque dure et dépravée a cherché des peintures vraies de sa misère et les a découvertes dans le roman américain. À la vérité, le problème de l'art et de la vie ressemble à celui des salaires et des prix. La hausse des salaires entraîne une hausse des prix, après quoi la hausse des prix entraîne un rajustement des salaires. La baisse de la moralité publique détermine une baisse de la moralité littéraire, après quoi la baisse de la moralité littéraire dégrade encore la moralité publique. J'accorde à Théophile Gautier qu'un écrivain n'est pas nécessairement un débauché parce qu'il peint la débauche, et qu'un romancier peut conter un inceste sans avoir jamais convoité sa sœur, mais je lui accorde aussi qu'une œuvre d'art n'a pas pour objet de défendre les bonnes mœurs, et que, comme dit Marcel Proust, un roman qui affiche les théories de l'auteur est comme un objet sur lequel on aurait laissé l'étiquette, mais je dois bien reconnaître que dans de nombreux cas, la volonté morale de l'artiste a eu une action sur le monde. Un Dickens, un Tolstoï, un Victor Hugo ont eu une action sur les mœurs de leur temps. Il est certain que c'est grâce à Dickens qu'un certain type d'école a disparu de l'Angleterre, que les enfants ont été mieux traités que par le passé. Mais si cette influence fut grande, c'est justement dans la mesure où ces hommes étaient de grands romanciers et avaient su incarner leurs idées. En outre, je crois que cette influence sociale de la littérature sur la vie n'est pas la véritable influence que doit exercer et qu'exerce la littérature sur la vie. Et nous en arrivons maintenant à ce que doit être, selon moi, cette véritable influence. La littérature doit agir sur la vie, d'abord par ce qu'Aristote appelait la purgation des passions. Je veux dire par là que le beau fait du bien aux passions sans discours moraux. Le beau en lui-même est religieux. Oui, et je dirais même le beau le plus frivole en apparence. Je ne sais si vous avez vu en ce moment à la Comédie Française le jeu de l'amour et du hasard. C'est du Marivaux, par conséquent, c'est une comédie légère. Mais d'abord le texte est exquis, et puis cela est joué par Hélène Perdrière avec une perfection qui véritablement vous arrache des larmes heureuses, car il n'y a là-dedans rien de triste, c'est simplement parce que c'est trop beau, parce que c'est exactement parfait. Et je crois que ces larmes sont toujours saines. À contempler ainsi nos peines, dans une tragédie de Sophocle par exemple, elles prennent une sorte de majesté. L'art ne prouve rien, mais il crée un état d'esprit qui est pur et il dispose à la beauté religieuse et morale. Deuxièmement, l'influence de la littérature sur la vie, c'est aussi que l'art fournit à la vie des modèles. La vie copie l'art.
À chaque époque, l'art d'aimer, la façon de parler de son amour à une femme, à un homme, sont des choses qui sont apprises par nous de la littérature et singulièrement du théâtre. On a parlé comme les héroïnes de Racine ou comme celles de Madame de Lafayette au XVIIe siècle. On a parlé comme les héroïnes de Giraudoux en notre temps. Et quand les artistes donnent de la beauté aux sentiments qu'ils expriment, ils assurent par là même une certaine beauté à leur époque. Et inversement, la vulgarité d'un certain type de conversation se traduit immédiatement dans la vie. Le cynisme du romancier est reflété dans les mœurs. Quand un homme comme Maurice Herzog nous décrit ses sentiments sur l'Annapurna, ses sentiments au moment où, blessé, se croyant mourant, il retraverse ces montagnes et domine pourtant avec sérénité sa crainte de la mort, je crois que cette peinture est saine. Je crois qu'il est bon pour de jeunes hommes, et même pour des hommes vieux, de lire ces choses, parce qu'ils y prennent une plus belle idée de l'homme. Le spectateur ou le lecteur découvre que ces passions peuvent être exprimées avec noblesse. Et l'art devient un modèle qui le sauve des petitesses. Le lecteur de Saint-Exupéry pendant la guerre ne pouvait se laisser aller à une certaine bassesse de querelles de parti qui pouvait atteindre d'autres hommes, mais le lecteur convaincu de Saint-Exupéry était entraîné au-dessus et en dehors de ces choses. Rodrigue crée un certain type de jeunes hommes au XVIIe siècle. Werther et René sauvent d'insensibilité les jeunes hommes du début du XIXe siècle, cependant que Julien Sorel les sauve de la sottise. En somme, une pieuse imitation des moments sublimes peut hisser l'homme au-dessus de lui-même. Et l'action de la littérature sur la vie, étant essentiellement ce que nous venons de dire, une exaltation, que faut-il avant tout demander aux artistes? Faudrait-il, et nous en revenons ici à Platon, leur interdire la peinture des laideurs et des vices? L'humanité a pris là-dessus des attitudes successives. Hegel, qui les a étudiées, a montré que chez les Grecs, par exemple, on a cherché avant tout à exprimer ce qu'il y avait de beau en l'homme. La beauté de la forme humaine, d'abord, l'union du corps et de l'esprit, et il a montré que tout l'art classique, et singulièrement celui du XVIIe siècle, conserve ce caractère olympien. Oui, et même Racine, où pourtant les passions sont si fortes, mais où elles n'ont jamais de laideur véritable. Au contraire, l'art romantique est un art qui s'est rapproché de la conception chrétienne de la vie, qui s'est écarté de la conception grecque et païenne, et il a accepté l'idée qu'il y a une beauté spirituelle qui est un arrachement à la chair. Et parce que l'art romantique voulait exprimer avant tout cette beauté spirituelle, il devait admettre la laideur. Il devait, dans Notre-Dame de Paris, peindre ce monstre qu'est Quasimodo. Il devait, dans les cloîtres, sculpter des danses macabres. Pourquoi? Pour montrer que le corps n'est rien et que la beauté spirituelle peut être associée à des corps affreux. Pour opposer l'imperfection du monde naturel et social à l'infinie valeur du monde spirituel. Et je crois que c'est là le sens d'ensemble, par exemple, de l'œuvre de Mauriac, ou plus précisément de l'œuvre de Graham Greene. Graham Greene peut justifier la peinture d'innombrables laideurs et d'innombrables vices en nous montrant que, au-delà de cela, il y a quelque chose de plus grand et qui fait que l'homme, malgré tout, peut être et est sauvé. J'admets
cette vue des choses. Et j'aime les romans de Graham Greene. Mais je crois que si cela permet de justifier la peinture de certaines laideurs, cela ne justifie jamais la fausseté des peintures. J'ai fait dernièrement dans les Nouvelles littéraires un article que j'avais intitulé « Le devoir de vérité », et c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup. J'exige d'un auteur, non qu'il soit un moraliste, et moins encore un immoraliste, ce qui est un puritanisme à rebours, j'exige qu'il soit vrai. Les hommes empruntent aux livres, que nous le voulions ou non, une grande partie de leurs idées sur le monde. Leur expérience personnelle étant nécessairement limitée, dès que leur pensée sort du cercle étroit des choses qu'ils connaissent, ils dépendent de témoignages. Et le témoin, s'il est écrivain, modèle la pensée de ses lecteurs ou de ses spectateurs. Or, c'est la pensée qui détermine l'action. Si vous me peignez des Américains qui ne sont pas des Américains, des Russes qui ne sont pas des Russes, des prolétaires qui ne sont pas des prolétaires, des bourgeois qui ne sont pas des bourgeois, par votre faute, j'aurai une peinture odieuse, ou d'ailleurs trop flatteuse, de tout un peuple, et votre œuvre m'apprendra à mépriser les prêtres ou les militaires ou les prolétaires, et mon comportement de citoyen en sera fâcheusement modifié. Une description fausse engendre des actions mal adaptées. Pour traiter humainement des hommes, il faut s'habituer à les voir en hommes. Le rôle du romancier, de l'auteur dramatique, du cinéaste est de rendre la confrontation possible. Et je crois que beaucoup des malheurs et des horreurs de ce qu'on a appelé l'univers concentrationnaire est venu de ce qu'on avait renoncé à donner aux hommes, des autres hommes, une peinture véritable. Je ne crois pas qu'un lecteur constant de Tolstoï, par exemple, puisse se faire de l'humanité une image qui lui permettrait encore certaines horreurs. Et au contraire, certains livres donnent de l'homme une image si bestiale qu'on en arrive à penser qu'il serait possible de le traiter comme un animal. Ce qui rend difficile la position de beaucoup d'écrivains, c'est le sentiment que les valeurs sur lesquelles ont vécu les générations antérieures se décomposent, disparaissent, sans que des valeurs de remplacement soient en vue. Beaucoup d'entre eux, beaucoup des jeunes écrivains contemporains souhaitent des valeurs, mais ils n'en trouvent pas, ou les valeurs qu'ils ont à proposer sont des valeurs de désespoir. Je pense par exemple au stoïcisme gratuit que nous propose Camus, et qui est beau, qui a sa beauté. Camus est une âme noble, mais la doctrine qu'il nous propose est une doctrine de résignation et au fond de désespoir. Le jeune romancier de 1953 est dans une situation difficile parce qu'il doit rendre dramatique l'expérience d'une époque qui pour beaucoup est sans valeur. Il ne sait pas ce que veut dire la vie humaine. Or, un écrivain a besoin non pas d'une orthodoxie, mais de quelque idée sur la destinée humaine. Il lui faut le sens que cette vie, c'est tout ce que nous avons. Elle est importante. Et cela même s'il croit à la vie future, car la vie future dépendra, sera liée aux vertus et aux crimes de la vie terrestre. En un mot, il faut à l'écrivain, comme le disait Gabriel Marcel dans la première conférence de cette série, un lien nuptial avec la vie. Il faut, vous a dit Maurice Herzog, que l'homme se trouve chez soi sur la terre, ce qui est une très belle expression. Or, il semble que tout l'effort de quelques-uns de nos contemporains soit justement de montrer que l'homme n'est pas chez soi sur la terre, et que le monde est absurde, ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose, parce qu'absurde veut dire hors de l'ordre, et comment le monde tout entier serait-il hors de l'ordre, puisqu'il est l'ordre lui-même? Le lecteur, j'entends le vrai lecteur, le lecteur moyen, c'est vous, c'est moi. C'est-à-dire de pauvres gens qui peinent, et qui luttent, et qui aiment, et qui sont déçus, et qui cherchent sincèrement à comprendre.
Le vrai lecteur ne vient pas au livre pour admirer une technique ou pour s'étonner d'une hardiesse d'expression. Cela, c'est un genre de plaisir qu'il laisse aux dilettantes, et c'est un plaisir d'ailleurs réel. Et le lecteur, le vrai lecteur, jouit lui aussi de la technique sans le savoir et sans s'attacher à analyser lui-même ses finesses. Mais ce n'est pas pour cela qu'il vient au livre. Il veut sortir de sa lecture avec le sentiment que le temps qu'il lui a donné a été bien employé pour son bonheur et pour son élévation. Et c'est quand il ne trouve pas cela qu'il cesse d'aller au livre. Pour moi qui voyage beaucoup en province, qui parle avec beaucoup de libraires, je sais que les gens lisent moins. Ils lisent moins parce qu'ils ne trouvent pas dans les livres ce qu'ils cherchaient. Ce sentiment que le temps donné a été bien employé doit leur venir à la fois de la beauté de l'œuvre d'art et de l'image de la vie proposée. Le lecteur ne revient jamais deux fois à des livres mal composés par des auteurs qui n'ont aucune direction de vie à lui offrir. Le lecteur garde le besoin de valeur. Et c'est pour cela que, même en notre temps, il va à des moralistes, au sens le plus large, c'est-à-dire non pas du tout à des auteurs qui lui font de la morale, mais à des auteurs qui décrivent les mœurs de façon vraie, profonde et passionnée. Dans son match avec la vie, l'écrivain contemporain, la plupart d'entre eux, ou plutôt beaucoup d'entre eux, ont jeté l'éponge bien avant le lecteur. Ne vous y trompez pas, ce mal n'a pas été de tous les temps. Les plus grands des écrivains que nous admirons n'ont jamais jeté l'éponge. Balzac ne craint pas de nous montrer les laideurs de la vie. Mais Balzac n'est pas un écrivain déprimant, Balzac est un écrivain tonique. Cet homme qui peint des monstres a au plus haut point le respect d'une forme de société. L'entente des meilleurs au-delà des préjugés et des passions lui paraît possible. Relisez cette admirable nouvelle, La messe de l'athée, où l'on voit la rencontre d'âmes du médecin agnostique et du porteur d'eau chrétien dans une communion posthume. Le prodigieux intérêt que Balzac s'est donné à la vie quotidienne, ces drames même rendent confiance à ceux qui se sentent perdus dans la complexité du monde et accablés par la méchanceté de l'espèce. Car nous savons, nous, Balzaciens, par les leçons de notre maître, que cette société peut être difficile, comme l'océan est difficile, mais qu'elle a ses lois, ses tempêtes, ses requins, et qu'un bon pilote y peut naviguer et qu'il a grande chance de s'y sauver. Proust lui-même n'avait pas jeté l'éponge. Proust croyait à des valeurs, Proust croyait au salut mystique par l'art, et il croyait à de hautes vertus dont la grand-mère du héros est la discrète incarnation. Hugo a des valeurs, Tolstoï a des valeurs, Tchekhov lui-même, réaliste et pessimiste, a les siennes. L'art ne peut pas être divorcé de la vie, puisque sa fonction est d'élever la vie à la dignité de la pensée, en lui donnant une forme. Si il abandonne cette fonction, l'artiste devient un jongleur, qui peut intéresser des spécialistes, mais n'intéresse plus qu'eux. S'il remplit cette haute fonction, alors l'artiste est heureux. Porté par le monde qui se réfléchit en lui et consonore de son temps, il aide à le modeler en montrant aux hommes une image d'eux-mêmes à la fois véritable et sublimée. Ce n'est pas la littérature engagée qui nous rend meilleurs, c'est la beauté poétique, parce qu'elle nous arrache pour un instant aux petitesses de notre nature et en même temps elle nous rend heureux, fût-ce par le spectacle du plus sombre drame. Je vous parlais tout à l'heure du bonheur éprouvé en voyant les jeux de l'amour et du hasard, mais j'ai éprouvé le même en voyant Laurence Axiot. Là aussi, une sorte de frisson de beauté
à passer sur tout un public, et ce public ému, voyant devant lui un drame qui est terrible, qui est douloureux, s'est senti néanmoins hissé au-dessus de lui-même. Les hommes qui s'abandonnent ensemble à de telles émotions se trouvent rapprochés, purifiés et grandis. Et c'est à faire naître ces émotions que doit s'attacher l'écrivain. Le mauvais art est celui qui aliène l'homme du monde réel sans lui en proposer un meilleur. Le plus grand art est celui qui renoue le lien nuptial en proposant à la contemplation, comme disait Santayana, ce que la nature réalise si rarement dans l'expérience, l'union de la vie et de la paix. Un Sophocle, un Léonard de Vinci montre ce que peut être une telle harmonie en disposant l'âme à recevoir le monde et le monde à recevoir l'âme. Oui, disposer l'esprit à recevoir le réel et marquer le réel du sceau de l'esprit, voilà comment je conçois les rapports de la littérature et de la vie.